Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Vous avez déjà vu un psychiatre? Oui. Épatant. Vous en voulez un maintenant? Et comment? Vous allez voir. Ce sera une sacrée surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à l'écran Formule Express. Aujourd'hui nous allons traiter d'un film oublié et maudit d'un grand réalisateur, un film à la production chaotique et à la morale controversée. Un film sombre, torturé et qui a même été remonté, voire complètement changé pour sa ressortie en 1992. Je parle évidemment de Rampage ou Le sang du châtiment en français de William Friedkin. Rampage raconte l'histoire de Charles Reese, un jeune homme apparemment ordinaire qui commet une série de meurtres brutaux dans la banlieue de Stockton, en Californie. Ces crimes, accompagnés de mutilations et de rituels sanglants, sont motivés par la conviction délirante qu'il doit boire du sang pour se purifier. Le procureur Anthony Fraser se retrouve confronté à un dilemme moral et juridique. Bien qu'il soit profondément troublé par les actes de Reese et persuadé de sa dangerosité, il doit composer avec les questions éthiques soulevées par l'état mental du tueur. Convaincu que la justice doit être rendue dans toute sa rigueur, Fraser se bat néanmoins avec détermination pour obtenir l'application de la peine de mort, même face aux incertitudes médicales entourant la santé mentale de l'accusé. Dès que nous tiendrons le suspect, il est inutile de changer de position. C'est la peine de mort sans hésiter. Pour comprendre comment un cinéaste de cette trempe s'est retrouvé confronté à un tel projet, revenons sur le parcours de William Friedkin. William Friedkin est un réalisateur américain emblématique, connu pour son influence majeure sur le cinéma des années 70. Né en 1935 et décédé en 2023, Friedkin s'est fait connaître avec The French Connection en 1971, qui lui a valu l'Oscar du meilleur réalisateur. Son œuvre la plus marquante reste sans doute L'Exorciste en 1973, l'un des films d'horreur les plus célèbres de l'histoire du cinéma, acclamé pour sa mise en scène novatrice et son atmosphère terrifiante. Tout au long de sa carrière, Friedkin a oscillé entre succès critiques et commerciaux et projets plus expérimentaux. Il a aussi réalisé Sorcerer en 1977, un remake ambitieux du Salaire de la peur, qui bien que peu l'ait compris à sa sortie, est aujourd'hui réhabilité comme un chef-d'œuvre. Son style, souvent nerveux, tendu et viscéral, a influencé de nombreux cinéastes contemporains. Jusqu'à la fin de sa vie, Friedkin est resté un artiste provocateur, passionné de mise en scène et de narration cinématographique. Il est allé là où était le matériel. C'est prémédité, George. Afin de comprendre tout le cheminement de pensée qui mène à Rampage, il faut revenir en 1962, lors de la réalisation par Friedkin d'un documentaire sur la peine de mort appelé The People vs Paul Crump. Le moment est tout indiqué pour faire ici un petit disclaimer. Ce film parle en profondeur de la peine de mort et de sa légitimité, et nous n'apposerons aucun jugement ni aucune prise de position quant à la peine de mort. Le but est ici seulement de raconter l'histoire de la création de ce film et en aucun cas de cautionner ou de sanctionner la peine de mort. Ceci étant dit, revenons à Friedkin. Le 20 mars 1953, 5 Afro-Américains cambriolent un atelier de conditionnement de viande dans le quartier de Union Stock Yard de Chicago. Au moment de leur fuite, un agent de sécurité est tué par arme à feu. Dans le courant de la semaine, les 5 hommes sont arrêtés. 4 d'entre eux sont condamnés à des peines d'emprisonnement et bénéficieront après recours d'une libération conditionnelle. Mais le 5e, Paul Crump, qui n'a que 22 ans, avoue le meurtre, à la suite d'interrogatoires de police aux méthodes contestables. Puis il se rétracte. Lors de son procès, il est reconnu coupable et est condamné à la chaise électrique. C'est en 1962, soit 9 ans plus tard, que Paul Crump rencontre William Friedkin, alors réalisateur de télévision locale. Friedkin, convaincu d'une part de l'innocence de Crump et d'autre part de la valeur de l'être humain, descend dans la rue avec son directeur de la photographie Bill Butler, qui œuvrera d'ailleurs en 1975 sous la direction de Spielberg dans le tournage des Dents de la Mer. Équipé de caméras légères, il tourne dans le but d'appeler à la réinsertion de Crump dans la société. Le succès du téléfilm contribue à revoir la peine de Paul Crump, sa peine de mort passant alors à 199 ans de prison. Il finit par bénéficier d'une libération conditionnelle 31 ans plus tard, soit en 1993. Mais le téléfilm signe également le début de carrière de William Friedkin. Il déclare lui-même dans son autobiographie « Paul a eu sa liberté, j'ai eu ma carrière ». Nous n'écrivons pas les lois. Nous les appliquons. À la fin de l'année 1977, soit 15 ans après le documentaire de Friedkin,
l'Amérique a bien changé. Les assassinats de John et Robert Kennedy, de Martin Luther King, de John Lennon, ainsi que ceux perpétrés par la famille Manson, sèment une vague d'insécurité sans précédent. C'est dans ce contexte morbide qu'un jeune homme de 27 ans, nommé Richard Chase, tue 5 personnes à Sacramento. On le surnomme alors le vampire de Sacramento. Le shérif local déclare que les meurtres qu'il commet sont les assassinats les plus bizarres et insensés qu'il ait vus en 28 ans. Il inflige à ses victimes les pires atrocités. Tout y passe, du viol au cannibalisme, avec tous les détails sordides que l'on peut imaginer. Il est accusé de 6 meurtres avec préméditation et plaide non coupable en invoquant sa folie. Sa défense est rejetée, il est condamné à mort, mais meurt dans sa cellule d'une overdose d'antidépresseurs. Avant les meurtres, son comportement étrange vaut à Chase d'être interné dans un hôpital psychiatrique, où on le diagnostique paranoïaque schizophrène et où on lui administre des médicaments antipsychotiques. Mais il s'échappe 1 an plus tard et commence alors sa série de meurtres. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Après son arrestation, on découvre des membres de cadavres éparpillés un peu partout dans sa maison, ainsi que des récipients contenant des tissus cérébraux et des mixeurs remplis de sang. William Wood, qui travaille comme substitut au bureau du procureur de Sacramento, poursuit des milliers de criminels et juge 50 procès devant jury avant de raconter l'histoire de Chase sous la forme d'un roman intitulé Rampage. Publié en 1985, c'est ce roman qui, entre les mains de William Friedkin, donne naissance à notre film du jour. Oh, je n'avais pas de raison spéciale, je marchais, j'ai vu cette femme ouvrir la porte, alors je me suis approché pour la tuer. L'ouvrage de Wood est froid, dénué d'émotion, c'est plus un roman procédural qu'un drame pur et dur. C'est une attaque polémique lancée par un ancien procureur contre la possibilité de plaider la folie. L'adaptation de Friedkin se veut fidèle au roman, mais celui-ci trouve que pour traiter un sujet aussi sérieux, il faut être précis dans la manière dont on dépeint les méthodes utilisées à cette époque pour déterminer les comportements psychotiques et les dommages cérébraux. Friedkin décide alors davantage de se consacrer sur l'aspect psychologique que sur les enjeux dramatiques. En décembre 1985, William Friedkin, soucieux d'ancrer son prochain film dans une réalité implacable, pousse alors la porte du cabinet de Colleen Grace, une avocate spécialisée en défense pénale. Il cherche à comprendre. Jusqu'où le roman dont il s'inspire est-il fidèle? Comment, dans les procès pour peine de mort, les avocats parviennent-ils à toucher le cœur d'un jury? Ceci est donc possible, de commettre le plus sadique et le plus horrible des meurtres tout en étant reconnu comme un être absolument normal. Quelques semaines plus tard, en janvier 1986, Colleen lui fait parvenir une pile de dossiers. À travers eux, Friedkin découvre une vérité crue. Face à la mort, la stratégie consiste à réveiller l'humanité enfouie dans chaque juré. Friedkin, déterminé, plonge alors dans les méandres de l'affaire Richard Chase. En février, il échange avec le bureau du procureur de Sacramento, celui-là même qui avait traqué Chase. Ils lui font parvenir alors une liste précise des atrocités commises par le tueur, un véritable catalogue d'horreurs que Friedkin intègre peu à peu aux habitudes de son personnage principal. Mais en janvier 86, alors que l'encre du scénario n'a même pas encore touché le papier, la polémique éclate. Dans un journal hospitalier de Chicago, Friedkin confie qu'il consulte des médecins et qu'il veut montrer le monde à travers les yeux d'un tueur schizophrène. La réaction est immédiate, des lettres affluent, furieuses. Des parents, des médecins, des militants, scandalisés parce qu'ils perçoivent comme un amalgame dangereux entre maladie mentale et violence. L'Alliance pour les malades mentaux, forte de 30 000 membres, entre dans la bataille. Au milieu de ce tumulte, Friedkin n'a encore rien écrit. Juste des recherches, des intuitions, et désormais une pression publique qui s'annonce lourde à porter. Je pense que votre meilleure défense est l'atteinte de démence. Mais malgré la pression, Friedkin persévère. Il décide de centrer son histoire non pas uniquement sur les meurtres, mais sur le combat judiciaire qui s'ensuit. Fallait-il condamner à mort un homme profondément malade ou le traiter comme un patient psychiatrique? Cette question devient le cœur moral du film. Le premier script de Rampage se structure autour de cette tension. D'un côté l'horreur brute des crimes, de l'autre l'interrogation sur la responsabilité et la justice. William Friedkin acquiert les droits du livre de Bill Wood et écrit un scénario en 4 semaines. Il apporte ensuite son script à Dino De Laurentiis, le célèbre producteur italien qui avait déjà financé The Brink Job presque 10 ans plus tôt. De Laurentiis, c'est un véritable vétéran de l'industrie. Un vrai guerrier marqué par des décennies de combats cinématographiques. Il a produit des centaines de films, en Italie, aux États-Unis et partout dans le monde. À cette époque, il vient de décrocher un beau succès avec Blue Velvet, ce film étrange et dérangeant de David Lynch, et possède désormais sa propre société de distribution.
En fait, le problème pour nous n'est pas qu'il ait assassiné tous ces gens. La question est de savoir pourquoi. Il accepte alors de produire Rampage pour 5 millions de dollars, à condition que le tournage se déroule en extérieur, dans la ville de Stockton en Californie, et sans vedette au casting. William Friedkin engage alors Michael Biehn, qui s'est fait remarquer dans l'un des rôles principaux de Terminator, le film de James Cameron. Il le choisit pour incarner un jeune procureur progressiste. Ce personnage, personnellement opposé à la peine de mort, se retrouve pourtant contraint de la requérir dans une affaire de meurtre avec préméditation, conformément à la législation californienne. En préparant le procès, le procureur couvre les erreurs de la police afin d'éviter que le tueur ne soit acquitté pour vice de procédure. Friedkin choisit également Alex McArthur, encore peu connu du grand public. Cet acteur, n'ayant eu jusque-là que quelques rôles à la télévision, va se voir interpréter le rôle de Charles Reese, le meurtrier. McArthur, malgré son expérience limitée, s'impose rapidement comme un acteur solide et intense. Friedkin voulait un visage inconnu, pas une star, pour éviter toute empathie ou glamourisation du tueur. On retrouve également au casting Leslie Bevis dans le rôle de la mère de Charles Reese, une actrice que j'adore dans Chucky 2 et qui livre ici une prestation glaçante. Son jeu minimaliste correspond exactement à la vision de Friedkin. Pas d'excès d'émotion, pas de pathos, juste la suggestion d'un amour impuissant. C'était pas sa faute. C'était nous le problème. Le tournage débute le 28 octobre 1986 à Stockton en Californie. L'ambiance sur le plateau est souvent déprimante, en raison de la noirceur du sujet. William Friedkin choisit de ne pas montrer les meurtres de manière graphique, mais de les évoquer de façon saisissante, laissant leur horreur imprégner chaque scène. Le film contient certaines des séquences les plus viscérales qu'il ait jamais tournées, son style simple et direct rappelle celui qu'il employait dans ses documentaires. Sur le plateau, la tension est palpable. Lors de la scène où son personnage doit sauter à travers une fenêtre d'une église, Alex McArthur refuse l'aide d'une doublure et insiste pour réaliser lui-même la cascade. L'équipe retient son souffle. McArthur s'élance et atterrit brutalement sur le sol. Le choc est violent, il se fracture la cheville. On l'emmène alors en urgence à l'hôpital local, où les médecins lui posent un plâtre. Mais le budget est très serré et le tournage ne peut pas s'arrêter. Plus tard, dans la même séquence, alors qu'il renverse furieusement des objets sur la table, on peut remarquer un petit détail insolite, un bas noir qui dissimule en fait le plâtre lié à sa chute. En coulisses, l'ambiance ne s'arrange pas. Michael Biehn décrit William Friedkin comme un réalisateur au tempérament explosif, dirigeant d'une main de fer et multipliant les accès de colère, que ce soit contre les acteurs ou même les techniciens. La pression monte au fil des jours, jusqu'à ce qu'un affrontement éclate. En plein tournage, Biehn et Friedkin manquent d'en venir aux mains, emportés par une violente dispute qui manque de dégénérer. Je peux parfaitement justifier tout ce que j'ai fait. C'était un devoir, voilà tout. Michael Biehn a raconté qu'à la fin du tournage, il était tellement épuisé psychologiquement par l'ambiance que pendant longtemps, il a évité les rôles trop sombres ou traumatisants, par peur de replonger dans cet état. Friedkin adopte pour Rampage un style visuel radicalement dépouillé. La caméra est discrète, presque clinique, sans effet esthétique pour enjoliver l'horreur. Les cadres sont froids, symétriques, et la lumière crue donne au décor une banalité sinistre. Tout dans la réalisation vise à éteindre toute forme de fascination pour la violence, contrairement à beaucoup de thrillers modernes. La brutalité des actes est rendue encore plus insupportable par cette sécheresse absolue. Aucun lyrisme, aucun glamour, seulement la banalité du mal filmée à hauteur d'homme. Une fois le tournage terminé, William Friedkin se rend à Rome et présente son film à Ennio Morricone. Friedkin sait qu'il joue gros. Obtenir Morricone, c'est donner une âme unique à Rampage. Quand le générique du film s'éteint, Morricone se tourne alors vers lui et sans hésiter accepte de composer la bande originale, mais aussi de diriger personnellement l'enregistrement. Friedkin est fasciné. Face à lui se tient un homme qui a signé littéralement des centaines de musiques de films. Un chiffre si vertigineux que Morricone lui-même semble en avoir perdu le compte. Son nom reste lié aux inoubliables western spaghetti de Sergio Leone, à ses mélodies épiques qui résonnent encore dans les souvenirs de chacun. Pour Rampage, Friedkin imagine retrouver cette fougue, cette énergie brute. Mais Morricone se fie à son instinct et prend une autre voie. Il compose une musique méditative, douloureuse, presque silencieuse par moments, qui enveloppe le film dans un voile de tragédie. Les thèmes qu'il livre ne quittent plus l'esprit, ils hantent, obsèdent et amplifient la peine des survivants. Friedkin, profondément touché, vit cette collaboration comme l'un des plus grands plaisirs de toute la production. Travailler avec Morricone, c'est pour lui toucher à une forme de grâce, même s'il avoue plus tard qu'il ne partage pas forcément les choix musicaux du film. Je pense que Morricone et Bernard Herrmann ont été les deux plus grands compositeurs de musique de film à mes yeux.
Je l'ai appelé sans prévenir après avoir terminé le film Rampage et je lui ai envoyé une copie de travail. Je suis allé le voir, nous nous sommes rencontrés et je voulais vraiment qu'il compose une musique entraînante, quelque chose qui porterait davantage le film. Mais lui ne voyait pas le film de cette manière, il le voyait comme une tragédie qui ne concernait pas seulement les victimes de ce type connu sous le nom de Vampire Killer dans le nord de la Californie. Il voyait ça comme une tragédie de la nature humaine. J'ai continué à pousser Morricone pour qu'il écrive des rythmes plus soutenus, mais il n'y arrivait pas. À la place, il a composé, selon moi, l'une de ses partitions les plus émouvantes et profondes. Most moving and deep scores. Le montage se passe et le film est classé R sans subir de coupe. Il est diffusé en avant-première dans la ville de Stockton en août 87, puis est projeté à nouveau dans le même cinéma en janvier 88. Pendant ces 2 projections, certaines personnes quittent la salle en raison de la violence du film. Le film est également présenté lors de la dernière soirée du Boston Film Festival en septembre 87, avant de bénéficier d'une sortie en salle extrêmement limitée dans quelques pays européens à la fin des années 80. À l'origine, une sortie nationale aux États-Unis est prévue pour février 88. Mais cette date ne se concrétise jamais. Le véritable problème vient de la société De Laurentiis. Après avoir distribué le film dans de nombreux pays européens, l'entreprise fait faillite. Elle ne respecte pas ses engagements financiers envers William Friedkin et d'autres créanciers. L'argent dû, pourtant utilisé pour financer le tournage, n'est jamais versé. Dans l'incapacité de sortir le film aux États-Unis, la société laisse les partenaires impayés, c'est-à-dire le laboratoire de développement, le studio de mixage, qui, en représailles, refusent de livrer les négatifs du film. Dino De Laurentiis et ses associés cessent alors de répondre aux appels de Friedkin. Le poursuivre en justice est inutile, il déclare la société en banqueroute. Si Friedkin n'avait pas entretenu des relations solides avec ses propres créanciers, ces derniers auraient exigé qu'il rembourse personnellement les dettes contractées. D'ailleurs, c'est exactement ce que propose De Laurentiis, rendre Friedkin légalement responsable de toutes ses dettes. Jamais Friedkin n'a vu l'un de ses films imploser avec un tel fracas, ni rester privé de sortie de salle aux États-Unis. Il tente de convaincre Dino de lui laisser récupérer le film pour le confier à un autre distributeur. Mais ces démarches, comme celles de ses agents, n'aboutissent pas. Il n'y a rien à faire. Dino s'est évaporé, disparu dans la nature, fuyant pour ne pas affronter la colère de Friedkin. Cinq ans plus tard, en 1992, William Friedkin rencontre les gérants de la société Miramax, qui commence tout juste à rencontrer ses premiers succès. À ce moment-là, Miramax ne produit pas encore ses propres films. Elle acquiert surtout des œuvres internationales qui, sans générer d'énormes bénéfices, lui apportent progressivement un certain prestige. Ce n'est qu'au début des années 90 que la société commence à connaître ses premiers grands succès commerciaux. Miramax connaît l'existence du Sang du Châtiment, ce film resté coincé pendant 5 ans dans les limbes juridiques. Il se rapproche alors de l'ayant droit du catalogue De Laurentiis, réussit à voir le film et accepte avec enthousiasme de le distribuer. Miramax suggère d'organiser une projection test du montage original de 87 afin d'évaluer l'accueil du public, le film ayant désormais 5 ans de retard. Devant les résultats de cette projection, Friedkin décide d'apporter des modifications majeures à son œuvre. Alors attention, si vous n'avez jamais vu le film et que vous voulez en garder la surprise, ce qui suit révèle la fin des 2 versions de Rampage. Dans la version de 87, le personnage de Charles Reese se suicidait dans sa cellule après avoir été jugé sain d'esprit. Pour la nouvelle version, Friedkin enregistre une voix off avec Alex MacArthur. Elle explique que Reese a été reconnu sain d'esprit et qu'il est toujours vivant, et qu'il consacre son temps à écrire des lettres d'excuses aux familles des victimes. Le film se termine désormais sur un carton indiquant que Reese sera réévalué 6 mois plus tard et que les experts concluront qu'il est éligible à la liberté conditionnelle. Ce changement oriente clairement le film du côté de ceux qui défendent la peine de mort. Cette nouvelle version apparaît plus ironique et perturbante que l'original. Friedkin voulait réaliser une œuvre grave sur le meurtre et la justice, il se retrouve finalement avec un film résolument polémique. Quand William Friedkin termine son premier montage de Rampage en 87, le film propose une fin brutale et sans ambiguïté. Le tueur est condamné à mort. La nouvelle version est totalement cohérente avec la position politique américaine de l'époque, où la peine capitale connaît un net regain de soutien. Cependant, avec la faillite de la société De Laurentiis et le retard de distribution du film aux États-Unis, Friedkin a le temps de repenser certains aspects. Et entre 87 et 92, le climat politique évolue. Les débats sur la peine de mort se durcissent, et la question de la responsabilité des malades mentaux dans les crimes revient régulièrement dans l'actualité. À la lumière de ces évolutions, Friedkin décide de remonter son film totalement pour la sortie américaine de 92. Dans cette seconde version, Charles Reese n'est plus condamné à mort, mais interné dans un hôpital psychiatrique, ce qui ouvre une réflexion plus complexe sur la justice, la folie et la société. D'autres différences plus subtiles apparaissent. D'abord le rythme.
Friedkin resserre certaines séquences, notamment les scènes de tribunal. Ensuite, la musique. Il ajuste légèrement la bande-son pour renforcer l'ambiance tragique plutôt que punitive. Il modifie également le regard sur le tueur. Quelques scènes laissent transparaître davantage d'ambiguïté sur son état mental, brouillant volontairement la frontière entre monstre et malade. Friedkin dira plus tard que cette nouvelle fin correspondait mieux à la complexité morale qu'il voulait explorer au départ, au-delà d'une simple condamnation. Quand j'ai réalisé Rampage, au départ, j'étais, sans trop y réfléchir, contre la peine de mort. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je serai toujours contre la peine de mort face à quelqu'un qui massacre une famille sans raison ? Ou face à Adolf Hitler, tu vois, ou à certains de ces tyrans historiques parmi les plus monstrueux. À la sortie du film en 92, Alex McArthur revient sur l'étrange parcours de Rampage. C'était une expérience vraiment bizarre, confie-t-il. D'abord le film devait sortir, puis il ne sortait plus, puis il sortait à nouveau. Ça n'arrêtait pas de changer. Rien que le fait qu'il ait finalement vu le jour, c'est incroyable. Depuis le tournage, McArthur a vu sa vie évoluer. Il est désormais père de 3 enfants. Avec le recul, il avoue « Je ne suis pas sûr que j'accepterai encore de jouer ce rôle aujourd'hui, et je n'aimerais certainement pas que mes enfants voient le film. » Le 30 octobre 1992, après des années d'attente et de blocage judiciaire, Rampage est enfin projeté dans 175 cinémas aux États-Unis. Le film rapporte environ $1,5 million, un chiffre modeste comparé à son budget de plusieurs millions. Mais cela n'étonne pas McArthur, qui rappelle que Rampage n'a jamais été pensé comme un futur blockbuster. C'est une œuvre plus intime, sombre et profondément dérangeante. Il a d'abord tué les femmes et les a traînées au premier étage pour les mutiler. Quant à l'homme, il l'a supprimé au rez-de-chaussée. Voilà tout. Quand Rampage est tourné en 86-87, son sujet est encore relativement novateur au cinéma. À l'époque, peu de films abordent les tueurs psychotiques avec un regard aussi sérieux et clinique, en insistant sur la maladie mentale et sur les débats autour de la peine de mort. Dans cet environnement, et à l'époque, Rampage aurait pu paraître comme une œuvre forte et avant-gardiste. Mais à cause de la faillite de la société de Laurentiis, le film reste bloqué 5 ans. Quand il sort enfin en 92, le paysage cinématographique a totalement changé. Entre-temps, il y a eu l'influence de Michael Mann qui sort Manhunter, une adaptation de Dragon Rouge de Thomas Harris, avec un style froid, élégant et une plongée méthodique dans l'esprit d'un tueur en série. Et en 91, le coup de grâce, Le Silence des agneaux explose au box-office, rafle des Oscars majeurs et redéfinit complètement la représentation des tueurs psychopathes au cinéma, avec le personnage iconique d'Hannibal Lecter et une approche psychologique sophistiquée et spectaculaire. Bonsoir, Clarisse. Résultat, quand Rampage arrive enfin en salle en 92, son esthétique réaliste, sèche et dépouillée semble presque vieillie en comparaison. Le public a désormais en tête des représentations beaucoup plus cinématographiques, stylisées et marquantes des tueurs en série. Face aux performances mythiques d'Anthony Hopkins ou à la mise en scène élégante de Michael Mann, le style documentaire brut de Friedkin paraît plus austère, plus petit et beaucoup moins spectaculaire. Ajoutez à cela l'absence de grandes stars au casting, contrairement au Silence des agneaux qui bénéficie de Jodie Foster et Anthony Hopkins, rend Rampage encore plus discret aux yeux du grand public. À sa sortie, le film reçoit un accueil très polarisé. Certains critiques classent Rampage parmi les meilleures œuvres de William Friedkin. Dans sa critique, Roger Ebert attribue 3 étoiles sur 4, déclarant « Ce n'est pas tant un film sur le meurtre qu'un film sur la folie, telle qu'elle est jugée dans les tribunaux criminels américains modernes. Le message de Friedkin est clair, ceux qui commettent des crimes odieux doivent en payer le prix. » D'autres saluent le jeu d'acteur et commentent « Rampage adopte une approche réaliste, sans artifice, qui sert parfaitement son sujet, et il évite un ton racoleur. » A l'inverse, d'autres journalistes qualifient le film de méprisable, affirmant que le film dégénère en une propagande haineuse, et que ses arguments juridiques confus semblent dissimuler une soif de sang justifiée moralement. Devant ces critiques négatives, Stephen King, admirateur de Rampage, prend la défense du film. D'autres journalistes notent que pendant les 5 années de retard du film, plusieurs affaires très médiatisées de tueurs en série ont émergé. Ils observent qu'à l'ère de Jeffrey Dahmer, les revendications de Chase parlant de voix invisibles et de délire concernant la nécessité de remplacer son sang relèvent désormais du fait divers banal. À l'époque, Rampage s'avère être un film trop sérieux, et surtout pas du tout ce que le public attend d'un réalisateur comme William Friedkin. Respecterons l'avis du public qui est manifestement pour la peine de mort. En fin de compte, Friedkin constate que ses recherches préparatoires sont bien plus passionnantes que le film lui-même. Il a alors 50 ans et il touche le fond. Il commence à réfléchir à ce qu'il pourrait faire d'autre dans sa vie. Autour de lui, d'autres cinéastes issus de sa génération, qui avaient connu un grand succès, n'ont pas survécu à de tels désastres artistiques. Certains, avant et après lui, n'ont jamais tourné un film après un échec similaire. Friedkin sait qu'il pourrait très bien subir le même sort. Sa vie personnelle n'est guère plus reluisante.
Il vient de sortir de 3 divorces, et sur le plan professionnel, Friedkin voit clairement qu'il est devenu l'instrument de sa propre chute. Pour Friedkin, Rampage est un tournant amer dans sa carrière. Après cet échec commercial et critique, il passe plusieurs années dans une forme d'exil discret à Hollywood, peinant à financer ses projets. Ce film, auquel il croyait profondément, lui coûte très cher, tant sur le plan professionnel que personnel. Il dira plus tard que Rampage symbolise pour lui la fin d'une époque, celle où un cinéaste pouvait encore croire qu'un film sérieux et inconfortable trouverait sa place dans l'industrie américaine. Au-delà de l'histoire de sa production, Rampage est aussi un film qui laisse une empreinte durable sur ceux qui osent s'y confronter. Pour ma part, Rampage m'a littéralement bouleversé. Pendant longtemps, j'ai résisté, espérant une ressortie décente pour le découvrir enfin, tant la seule copie existante, en SD crasseuse, semblait trahir l'œuvre. Mais récemment, j'ai craqué. Et je me suis pris alors une claque colossale, brutale et déchirante. Depuis Orange Mécanique, que j'ai vu à un âge où on n'est pas vraiment censé regarder Orange Mécanique, jamais je n'avais vu un film qui m'avait autant dérangé, marqué à vif. La qualité dégueulasse de l'image, son allure de téléfilm brut et sans vernis, l'ambiance suffocante qui s'en dégage. Tout s'est abattu sur moi d'un seul coup, me traumatisant presque instantanément. Au point même que j'ai dû faire des pauses dans le film pour pouvoir continuer. Rampage est d'une intensité rare, et son énergie noire continue encore aujourd'hui à infuser en moi. Je me range sans hésitation du côté de ceux qui considèrent Rampage non seulement comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Friedkin, mais je dirais même peut-être le plus grand. Je précise d'ailleurs avoir visionné la version de 92, celle souvent jugée plus controversée, mais qui à mes yeux frappe avec une violence émotionnelle encore plus forte. Parfois, les œuvres les plus inconfortables sont aussi celles qui restent gravées en nous à jamais. Aujourd'hui, Rampage commence à être timidement réhabilité, à l'image de ce qu'a connu Sorcerer il y a quelques années. Une restauration en 4K est enfin annoncée, l'occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir ce film expérience, cette véritable plongée dans la psyché la plus obscure, dans des conditions dignes de la puissance du film. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur les plateformes de podcast. Alors à très vite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.